Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne CrossMoto. Dans cet épisode, nous allons un peu nous éloigner du thème de la moto et aborder quelque chose de très intéressant, l'énergie de l'atome. Au XXe siècle, l'homme a réussi à maîtriser l'énergie qui se libère lors de la désintégration radioactive des éléments lourds. Ces réactions sont une source d'énergie immense, des ordres de grandeur supérieurs à celles produites par la combustion d'un combustible de poids comparable. Et seules les réactions de fusion et d'annihilation peuvent les surpasser en termes de production d'énergie. Et cette puissance, l'homme l'a maîtrisée aussi bien à des fins de destruction qu'à des fins de création. La bombe atomique, le projet Manhattan, Hiroshima, tout cela raconte l'histoire de la création et de l'utilisation d'une arme d'une puissance inimaginable. De nombreux documentaires existent en ligne à leur sujet, mais ici, c'est l'atome à des fins pacifiques qui nous intéressent. La grande majorité des gens savent que les réacteurs nucléaires sont utilisés dans le secteur de l'énergie, ainsi que comme source d'énergie pour certains moyens de transport, en particulier les navires et les sous-marins. Cependant, à l'âge d'or de l'atome, c'est-à-dire dans les années 50 et 60 du siècle dernier, l'humanité pensait que cette technologie serait utilisée partout, de la médecine et de l'industrie jusqu'à une source d'énergie compacte et éternelle pour une maison individuelle ou un générateur pour une voiture particulière. Les militaires étaient les principaux promoteurs des technologies nucléaires. Ils voulaient un char avec un réacteur sous le blindage ou un bombardier limité uniquement par l'endurance de l'équipage. Cependant, les civils ne voulaient pas non plus rester à la traîne dans la maîtrise de cette nouvelle technologie. L'histoire compte peu de concepts, dont des véhicules propulsés par l'énergie des réactions nucléaires. Et je vous invite à écouter quelques mots sur les voitures atomiques. Installez-vous confortablement. Bon visionnage. L'apparition de la bombe atomique et un peu plus tard l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ont été précédées par des décennies d'activités théoriques et expérimentales de nombreux scientifiques. La première bombe atomique est apparue en 1945 aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique demeurent, dans toute l'histoire, le seul pays ayant utilisé cette arme à Hiroshima et Nagasaki. En 1949, l'Union soviétique est devenue le deuxième pays à se doter de la bombe atomique. La même année, un autre événement important s'est produit en Union soviétique. Le gouvernement, ayant écouté les arguments des scientifiques, parmi lesquels Piotr Kapitsa, Sergueï Vavilov et Igor Kourtchatov, a pris la décision de construire la première installation nucléaire civile de l'Union soviétique et du monde, à savoir une centrale nucléaire. En octobre 1954, la centrale nucléaire d'Obninsk a été mise en service et connectée au réseau Mosenergo. La première pierre de la fondation de l'utilisation pacifique de l'atome a été posée. Le premier objet mobile utilisant l'énergie nucléaire a été un sous-marin. C'était l'USS Nautilus qui a été mis sur cale au chantier naval de Groton le 14 juin 1952 et il a été lancé le 21 janvier 1954. L'étape suivante de la course nucléaire a impliqué l'Union soviétique. Le premier navire de surface, en plus d'être civil, doté d'une installation nucléaire, fut le brise-glace Lénine. Il a été mis sur cale au chantier naval en 1956 et mis en service en 1959. Imaginez comme, à cette époque, on rêvait et plaçait tous ses espoirs dans la nouvelle technologie et une nouvelle source d'énergie. En plus des projets et constructions mentionnés ci-dessus, il y avait toute une multitude de prototypes, de concepts et d'idées, allant de tout à fait logique et réfléchi à carrément farfelu. Deux vagues d'intérêt pour le transport terrestre nucléaire peuvent être distinguées. La première a eu lieu dans les années 50 et 60 du siècle dernier et était liée à la fois à la course aux armements entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'à la ferme conviction des scientifiques que l'atome serait totalement maîtrisé dans les années à venir. La deuxième vague a commencé au début des années 2010 et continue aujourd'hui. Cette période a une autre justification, l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux,
l'attente d'une réussite imminente de la réaction contrôlée de fusion thermonucléaire et un regain de popularité des vols spatiaux. Tous ces événements ont de nouveau incité plusieurs ingénieurs à revenir à l'élaboration du concept de la voiture atomique. Revenons aux années 50 du siècle dernier. Avant même que l'idée de concevoir une voiture avec un réacteur n'apparaisse, des travaux étaient déjà en cours sur le concept d'un char atomique. La maquette du char TV1 a été présentée lors d'une conférence consacrée aux perspectives de développement des véhicules blindés qui s'est tenue à Détroit en juin 1954. Le char devait être un véhicule de combat de 70 tonnes, armé d'un canon T100 40 de 105 mm et protégé par un blindage frontal de 350 mm. D'après les ingénieurs, le réacteur alimentant la turbine à air surchauffé qui propulsait le char assurait un fonctionnement à pleine puissance durant 500 heures. Le deuxième char présenté lors de cette même conférence était le R-32. Ce concept impliquait la création d'un char plus léger par rapport au TV1. Le R-32 devait être équipé d'un réacteur nucléaire qui aurait permis au char d'avoir une autonomie de 6500 km. Le R-32 devait peser environ 50 tonnes, avoir un blindage frontal de 120 mm et, comme armement principal, un canon lisse de 90 mm T208. Les deux projets n'ont toutefois pas été recommandés pour un développement ultérieur. Un réacteur à circuit de refroidissement ouvert aurait impitoyablement contaminé l'air ambiant. Outre la contamination extérieure, les ingénieurs ont calculé que l'équipage du char subissait une forte irradiation. Si le TV1 et le R-32 avaient été construits, ils auraient été bien plus dangereux pour leurs propres troupes que pour celles de l'ennemi. Le principal problème du concept de char à moteur atomique était que la grande autonomie ne signifiait pas une grande indépendance opérationnelle. Les facteurs limitants restaient le stock de munitions, de lubrifiants et la durée de vie des chenilles. De plus, endommager un char aurait très probablement entraîné une contamination radioactive de la zone. La troisième conception de char était le TV8, d'apparence très étrange. Il pesait 25 tonnes et était équipé d'un moteur V8 de Chevrolet. Cependant, les ingénieurs envisageaient également la possibilité d'intégrer à cette conception aussi bien une turbine à gaz qu'un réacteur nucléaire. Ce modèle a également été abandonné en raison de l'absence d'avantages par rapport aux chars légers classiques. D'ailleurs, à peu près à la même époque, des expériences étaient menées en Union des républiques socialistes soviétiques et aux États-Unis d'Amérique pour installer un moteur atomique à bord d'un bombardier. En Amérique, il s'agissait du Convair X6 et en Union soviétique du Tupolev Tu-119. L'objectif était de multiplier l'autonomie et l'endurance de l'appareil. Ici, cependant, les ingénieurs ont rencontré les problèmes évoqués plus haut. Et le développement des missiles balistiques, dont la conception était plus simple et moins coûteuse que celle d'un avion nucléaire, a mis fin aux tentatives ultérieures des aviateurs d'utiliser l'énergie atomique. Nous avons besoin de cette information pour mieux comprendre le contexte de ces années. Les scientifiques et ingénieurs étudiaient alors ces concepts, enrichissant ainsi constamment les connaissances sur les réacteurs nucléaires, leurs possibilités et problèmes. Et la tentative de créer une voiture civile à propulsion nucléaire, ou du moins d'élaborer un concept, n'était qu'une question de temps. De nombreuses sources sur Internet affirment très sérieusement que la Ford Nucleon a été le premier concept de voiture atomique, voire le seul, mais ce n'est pas vrai. La situation était la suivante. Au cours de la seconde moitié des années 50, plusieurs bureaux d'études dans différents pays se sont enthousiasmés pour l'idée de la voiture atomique. Les présentations de ces concepts ont eu lieu, pour ainsi dire, sur une période d'environ 1 an, et la Nucleon de Ford n'était que l'un d'entre eux. Et puisque nous avons mentionné Ford, commençons donc par lui. La Ford Nucleon a été présentée au public en 1958. C'était un concept, et sa maquette a été construite à une échelle réduite. Les ingénieurs de Ford voulaient utiliser les technologies éprouvées sur le sous-marin USS Nautilus. Le réacteur nucléaire devait alimenter 2 turbines en vapeur d'eau. C'est très simple. La voiture contient une réserve d'eau qui, chauffée par le réacteur, s'évapore et fait tourner les turbines. L'une des turbines aurait entraîné les roues, tandis que la seconde, moins puissante, aurait fait tourner un générateur électrique pour alimenter le réseau électrique de bord. Il est intéressant de noter que les ingénieurs de Ford ont conçu le groupe motopropulseur en module.
Il était prévu de proposer plusieurs variantes de modules de réacteurs, comme des modules plus puissants ou, à l'inverse, économiques, offrant plus d'autonomie avec un seul plein. Il a été calculé que le réacteur devait offrir une autonomie de 8000 km. Ce n'est pas un moteur perpétuel, mais c'est tout de même un concurrent très digne face aux modèles gourmands équipés de moteurs à combustion interne. Un petit rappel historique. À l'époque, les voitures américaines étaient réputées pour leur gourmandise, et la consommation de carburant était, dans certains milieux, un sujet de fierté. Combien consomme ta Chevrolet ? 30 litres au 100 ? Petit joueur, ma Ford, elle, en avale 40. Le ravitaillement de la Ford Nucleon était prévu de la manière suivante. À la station-service, le réacteur usé était remplacé par un neuf et l'ancien était envoyé à l'usine pour être rechargé et entretenu. Une autre question se pose. Qu'en est-il de la sécurité radiologique ? Les ingénieurs de Ford travaillèrent dans ce domaine. Tout d'abord, le conducteur et les passagers étaient déplacés aussi loin que possible de la source radioactive, en fait en avant de l'essieu avant du véhicule. Des niches étaient également prévues pour installer une protection en plomb autour du réacteur. L'apparence du concept soulignait le côté futuriste de l'ensemble du projet. D'ailleurs, au moins 2 variantes de l'aspect extérieur de la voiture ont été envisagées, avec ou sans aileron arrière. Comme vous pouvez vous en douter, le Nucléon est resté à l'état de concept. À cette époque, il s'est avéré impossible de miniaturiser à ce point un réacteur de sous-marin pour l'intégrer dans un châssis automobile. Ajoutez à cela le poids du blindage en plomb contre les radiations. Le réacteur S2WW original sur le sous-marin pesait 35 tonnes et, avec sa structure de protection, atteignait un diamètre d'environ 5 mètres. Ajoutez à tout cela la peur bien fondée d'un holocauste nucléaire. L'humanité savait déjà, à l'exemple d'Hiroshima et de Nagasaki, quelles conséquences graves la radiation pouvait entraîner. Et quelques mois avant la présentation du concept Ford Nucléon, le 10 octobre 1957, un accident avec un important rejet de substances radioactives s'est produit sur l'un des 2 réacteurs du complexe nucléaire de Sellafield, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ceux qui ont vu le documentaire de Suren connaissent ce nom. La maquette originale de la Ford Nucléon est actuellement conservée au musée Henry Ford. Une autre voiture dont la conception devait utiliser l'énergie atomique était la française Arbel symétrique en 1958. La première Arbel a été conçue et fabriquée par André Loubière avec le soutien de son frère Maurice en 1951 et elle était pensée comme une hybride. Le 4 cylindres en ligne de Simca entraînait un générateur qui alimentait ensuite un moteur électrique et la voiture a reçu le nom symétrique en raison de sa symétrie. Tout est simple. En 2 ans, plusieurs voitures ont été produites pour des expériences et des présentations, mais le projet est arrivé dans une impasse. Loubier est revenu à l'idée de sa propre voiture 4 ans plus tard. La deuxième version a été développée entre 1957 et 1958. Elle a été présentée au Salon de l'Automobile de Genève en mars 1958. Pour ce concept, des groupes motopropulseurs alternatifs ont été envisagés. Le premier était un gazogène, mais c'est le deuxième qui nous intéresse. Les Français voulaient intégrer dans la conception un générateur thermique nucléaire de 40 kW qui utiliserait comme combustible des cartouches de déchets nucléaires. La principale différence entre cette installation et le projet de la société Ford résidait dans le fait que les Français ont décidé d'utiliser une pile nucléaire au lieu d'un réacteur. Comme un réacteur nucléaire, elle dégage de la chaleur qui peut être utilisée pour chauffer un fluide caloporteur et transformer ensuite cette énergie en énergie mécanique ou électrique. Mais dans une telle pile, il n'y a pas de réaction en chaîne, contrairement à un réacteur. D'ailleurs, cette technologie remonte à 1913. C'est à cette époque qu'Henry Moseley a démontré pour la première fois un courant généré par le rayonnement de particules chargées. En gros, cette pile devait alimenter les moteurs électriques qui mettraient en mouvement l'Arbel symétrique. Une protection contre les radiations était prévue, et comme la pile nucléaire est beaucoup plus compacte qu'un réacteur, le poids et les dimensions de la voiture restaient dans des limites raisonnables. Les frères Loubier se frottaient déjà les mains à l'idée de produire une série de 100 voitures pour les taxis, ainsi que de participer à la course des 24 heures du Mans en 1959. Mais leur plan n'était pas fait pour aboutir. Le gouvernement français n'a pas approuvé l'utilisation du combustible nucléaire et le développement ultérieur du concept s'est naturellement arrêté.
Le prototype inhabituel Studebaker-Packard Astral a été fabriqué en 1957 et présenté pour la première fois au Centre artistique de South Bend le 12 janvier 1958, puis au Salon de l'Automobile de Genève en mars de la même année. L'Astral a été conçu par Edward Herrmann, le chef du design de l'entreprise. Le principal objectif du projet était d'apporter à l'équipe une expérience avec la fibre de verre. Et au fil du temps, ils ont intégré dans la conception tout le futurisme possible. Une configuration monorail avec équilibrage par gyroscope, une centrale nucléaire qui d'ailleurs n'a pas du tout été développée d'un point de vue technique. Et presque la capacité de voler. Voici une image à l'appui. Si les deux concepts précédents se sont au moins souciés des calculs des installations nucléaires, Packard a simplement annoncé que, voilà, il y aurait du nucléaire. Le concept a été exposé un moment devant le centre de concession, puis stocké. 30 ans plus tard, il a été restauré et exposé au musée Studebaker. Présenté officiellement au Salon de l'Automobile de Genève en 1959, le show-car Simca Fulgur était censé prédire les voitures de l'an 2000. À cette époque, Simca était l'une des principales entreprises automobiles de France, produisant près de 100 000 véhicules par an. Comme souvent, les grandes entreprises ne produisent pas seulement des véhicules utilitaires, elles cherchent aussi à se faire remarquer. Courses, expositions, records et ainsi de suite. Chez Simca, ils ont décidé de présenter au salon automobile leur vision de la voiture de l'an 2000. Dans la Simca Fulgur, ils voulaient utiliser le contrôle vocal, un radar, une option de déplacement sur 2 roues avec stabilisation gyroscopique et un réacteur atomique comme source d'énergie. Chez Simca, tout comme chez Studebaker-Packard, ils ne se sont pas vraiment souciés de concevoir le groupe motopropulseur, partant du principe que dès qu'un réacteur portable serait créé, ils l'installeraient sur la voiture. En attendant, profitez de l'exposition. Ford n'a pas abandonné ses idées et en 1962, un nouveau concept car a suivi, préparé pour l'exposition internationale de Seattle. Le concept a été réalisé en taille réelle. À première vue, il s'agissait d'un autre projet futuriste des années 60 qui ne se distinguait que par ses 4 roues directrices à l'avant et une position de conduite très basse, presque allongée. Ce prototype a été créé par Alex Tremulis, un talentueux designer automobile qui travaillait chez Ford depuis les années 50. L'une de ses réalisations était le gyrocar Ford Giron en 61. Le concept Ford Seattle Heat 21 a été développé comme l'une des visions de la voiture du futur, la voiture de l'an 2000. En 62, chez Ford, on avait déjà compris qu'un réacteur nucléaire miniature pouvant être intégré dans le châssis d'une voiture n'apparaîtrait pas aussi rapidement que l'espéraient les optimistes de l'atome Pacifique. C'est pourquoi, en présentant le concept, la société affirmait littéralement ceci. « Chers amis, dès qu'un réacteur nucléaire sera prêt, parfait, nous l'installerons dans la voiture. » Eh bien, en attendant, on peut y mettre un bon vieux V8. Les concepteurs pensaient que pour les conditions urbaines, une puissance de 60 chevaux serait suffisante pour la Seattle Heat 21. Mais si vous prévoyez de voyager ou si vous voulez plus de sensations, vous pouvez le remplacer par un moteur plus puissant, d'environ 400 chevaux. Pour vraiment impressionner les visiteurs de l'exposition et leur montrer une véritable voiture du futur, les créateurs de la Seattle Heat 21 ont doté le concept car d'une multitude d'idées qui semblaient alors fantastiques. Ici, vous avez un système de navigation, un détecteur de pluie, un radar de stationnement, des vitres à assombrissement automatique et un grand écran couleur. Et par la suite, toutes ces technologies sont finalement devenues réalité. Il n'y a pas de données fiables sur le sort de Seattle Heat 21. Le concept car est peut-être caché dans les entrepôts de Ford ou perdu depuis longtemps. Après avoir examiné un certain nombre de concept cars étrangers, une question se pose naturellement. Qu'en était-il de tels développements dans le pays des Soviets ? Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'Union soviétique et les États-Unis sont des leaders en technologie nucléaire. Avec la mise en service en 1954 de la première centrale nucléaire, la centrale d'Obninsk, la question de créer une centrale nucléaire autopropulsée pour alimenter des installations dans des régions isolées et difficiles d'accès s'est posée. Et oui, la TES-3 n'est absolument pas un véhicule civil, mais c'est une construction très intéressante sur laquelle il vaut vraiment la peine de s'attarder.
Ainsi, les esquisses de la centrale nucléaire autopropulsée sont apparues en 1957 et, déjà 4 ans plus tard, en 1961, la TES-3 est sortie de l'usine. La TES-3 a été développée dans le laboratoire FEI de l'Institut de physique et d'énergie d'Obninsk. Le châssis objet 27 a été développé au bureau de conception de l'usine Kirov, en allongeant le châssis du char TEDx. Le complexe pouvait être transporté sur des plateformes par chemin de fer ou par voie d'eau jusqu'au point final, puis se déplacer par ses propres moyens jusqu'à la destination. Au total, le complexe comprenait 4 composants automoteurs. Le premier abritait le réacteur, dont le cœur était un cylindre de 660 mm de diamètre et de 600 mm de hauteur, à l'intérieur duquel se trouvaient 74 assemblages combustibles. C'était un réacteur à eau sous pression à 2 circuits, d'une puissance thermique de 8,8 MW. Le réacteur lui-même, ou plus précisément son cœur, se trouvait dans un récipient massif en plomb, qui à son tour était placé dans une cuve. En fonctionnement, la cuve était pleine d'eau. Pendant le transport, elle était vidangée. Le second transporteur transportait le générateur de vapeur, les pompes de circulation et d'autres équipements nécessaires au fonctionnement du réacteur. L'électricité provenait de la troisième machine du complexe, où le groupe turbo-alternateur à vapeur fournissait 1,5 MW de puissance. Et la quatrième installation comportait le panneau de commande et de contrôle, ainsi qu'un groupe électrogène diesel de secours auxiliaire et des batteries d'accumulateurs. En position de fonctionnement, les 4 machines étaient reliées dans un ordre précis par des canalisations, des câbles de commande et des câbles de puissance. De plus, la partie réacteur et générateur de vapeur était installée à distance de la partie électrique et de commande. Par ailleurs, pour renforcer la protection, des remblais de terre étaient construits sur les côtés et une couche de béton ajoutée. Les essais de la centrale TES-3 ont eu lieu à l'Institut de physique et d'énergie d'Obninsk. Ils ont commencé en 1960. En 1961, la centrale a été mise en service en mode de fonctionnement et a fonctionné ainsi jusqu'en 1965, jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de remplacer les assemblages thermiques. Le poids total des équipements supplémentaires sur les 4 véhicules automoteurs était de 210 tonnes. L'exploitation de la TES-3 a confirmé sa capacité opérationnelle, a permis de préciser les principes d'une centrale nucléaire et d'une centrale de cogénération nucléaire pour les régions éloignées, et a permis pour la première fois de tester l'exploitation d'une centrale nucléaire en mode d'autorégulation. Au début de l'année 67, le ministère de la Défense a renoncé à utiliser le concept de telles centrales électriques. Les organismes civils n'y ont pas non plus manifesté d'intérêt, et les travaux sur la TES-3 ont été suspendus. Par la suite, on a envisagé d'utiliser le bloc réacteur pour produire un grand volume d'eau chaude, nécessaire sur certains champs pétrolifères pour faire remonter le pétrole plus près de la surface. Mais cette idée n'a pas abouti et, en 1969, la centrale nucléaire automotrice a été définitivement fermée. Dans les années 80, le développement ultérieur de l'idée des centrales nucléaires transportables modulaires et de faible puissance a pris la forme de la TES-7 et de la TES-8. En 1973, les travaux sur ce sujet ont été poursuivis en République socialiste soviétique de Biélorussie, lorsqu'un bureau d'études spécial a été créé au sein de l'Institut de l'énergie nucléaire. À la suite de nombreuses années de travail, en 1985, la centrale nucléaire mobile Pamer 630D a été créée et mise en service. Pour tester l'installation, 2 ensembles de centrales nucléaires mobiles ont été fabriqués. Le premier était destiné aux essais de roulage en conditions de terrain, le second ensemble était utilisé pour les essais énergétiques sur les bancs et essaiements d'essai. Le démarrage électrique du premier réacteur Pamir a eu lieu le 24 novembre 1985. Les essais ont duré jusqu'en septembre 1986. Le prototype expérimental a fonctionné au total, dans différents modes de charge, pendant environ 3500 heures. L'installation a été portée 2 fois à la puissance nominale. La puissance thermique de l'installation du réacteur était de 5 MW et la puissance électrique de 630 kW. Les blocs réacteurs et turbogénérateurs étaient installés sur 2 semi-remorques spéciales. Comme tracteur principal pour l'installation, on utilisait un véhicule MAZ 7960. Au total, la station était desservie par environ 28 personnes. L'installation était conçue pour être transportée par chemin de fer, par mer et par avion. La catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 a mis fin au développement ultérieur du Pamir et des TES-7 et 8. Les travaux sur le projet Pamir 630D ont été arrêtés. Cependant, la documentation technique et l'expérience acquise subsistent. Et dans les articles d'actualité de 2020 à 2021,
des informations circulaient selon lesquelles des travaux étaient en cours en Russie pour la construction et les essais d'une installation similaire. Cependant, revenons en arrière sur l'échelle du temps, au début des années 60. En prêtant attention au concept américain de voiture atomique, Nikita Khrouchtchev a donné pour mission aux scientifiques et ingénieurs nationaux de développer une voiture civile atomique. Au début des années 60, des ingénieurs d'un bureau d'études automobiles fermé ont lancé le développement sous la direction du physicien Alexandre Kamnev. Il a personnellement conçu l'élément principal de la Volga Atom, l'installation nucléaire. La base de la Volga Atom était la Gaz-21 Volga de série. Le plus intéressant dans cette voiture, c'est sa groupe motopropulseur. Le moteur A2 était un bloc 4 cylindres tout à fait traditionnel, sauf que le carburant utilisé était de l'uranium-235. Aux extrémités des pistons des cylindres se trouvaient dans des rondelles d'uranium enrichi. À l'extrémité du cylindre, il y avait également une rondelle de graphite, servant de modérateur de neutrons. L'hélium injecté dans les cylindres servait de fluide de travail. Pendant la compression, les masses d'uranium se rapprochaient et le coefficient de multiplication des neutrons augmentait. La chaleur libérée réchauffait l'hélium, qui se dilatait et poussait le piston. C'était le temps moteur. On pouvait contrôler le régime et arrêter le fonctionnement du moteur à l'aide de barres d'absorption, qui étaient placées à la place des soupapes et actionnées par un arbre à cames à calage variable. À mesure que le combustible nucléaire était utilisé, les phases étaient ajustées pour compenser. Le groupe motopropulseur pesait environ une demi-tonne. C'est précisément pour que le châssis puisse supporter ce poids que 2 paires de roues avant ont été utilisées, toutes directrices, et que le couple leur était transmis. Le moteur développait 320 chevaux et environ 800 Nm de couple. En 1965, la voiture soviétique a été envoyée sur un terrain d'essai. Les essais ont prouvé la fonctionnalité de la conception. Dans le même temps, l'autonomie avec le combustible nucléaire devait être d'environ 60 000 km, après quoi le groupe motopropulseur devait être remplacé. Cependant, il s'est avéré inopportun de poursuivre le développement du projet. 2 prototypes ont été construits, puis démontés et mis au rebut par la suite. Passons maintenant à notre époque. Le XXIe siècle a offert au monde au moins 2 prototypes de voitures à énergie nucléaire. Le premier d'entre eux est la Cadillac World Thorium Fuel. Ce concept car a été développé par Loren Kulesius en 2009. L'idée principale à la base du développement de ce concept était de proposer un design de voiture capable de fonctionner quotidiennement pendant 100 ans sans réparation ni ravitaillement. Pour atteindre cet objectif, l'auteur du concept propose d'utiliser des matériaux résistants à l'usure, de doubler les systèmes clés pour augmenter la durée de vie et d'utiliser un moteur nucléaire fonctionnant au thorium. Ce n'est pas un hasard si les scientifiques du nucléaire s'intéressent au thorium au XXIe siècle. En effet, les réserves de cet élément radioactif sur Terre sont 3 à 4 fois supérieures à celles de l'uranium. Pour cette Cadillac, la société Laser Power Systems a étudié une installation énergétique au thorium et prévoyait de lancer ce dispositif en production de série. Cette entreprise a réussi à obtenir un poids de l'installation de seulement 250 kg, ce qui est comparable au poids d'un V8 moderne. Le plus étonnant dans la conception de la Cadillac WTF, ce sont ses roues. Chacune des 4 roues est composée de 6 segments distincts. Chaque segment dispose de son propre moteur électrique. Ainsi Kulesius a voulu assurer la durabilité de sa conception. Pour 100 ans, souvenez-vous-en. Et voici un tout nouveau concept de voiture appelé SpaceX Fusion Concept, présenté en 2022. D'ailleurs, il n'a aucun rapport avec Elon Musk. Ce concept a été développé par le designer Kellen Gustin. Il envisage la possibilité d'utiliser un réacteur HB11 dans cette voiture. Le principe de fonctionnement de ce réacteur ne repose pas sur la désintégration d'éléments radioactifs, comme pour toutes les constructions précédemment examinées, mais sur la synthèse d'atomes de borons à partir d'atomes d'hydrogène sous l'effet du rayonnement laser. Le réacteur HB11 promet d'être beaucoup plus sûr que les réacteurs nucléaires. Un réacteur à fusion compacte est prévu pour être installé à l'arrière de la voiture futuriste. L'idée est très intéressante tant du point de vue du véhicule que de la création d'un réacteur compact, écologique et sûr. Pour les intéressés, cherchez le réacteur HB11 sur Google. Concernant la création d'un mini-réacteur, Rolls-Royce s'est aussi manifesté en 2022. Le rêve de créer une voiture atomique flotte dans l'air depuis déjà 7 décennies.
En fin de compte, nous avons une série de concepts, quelques centrales nucléaires mobiles créées et le fait assez douteux de la création de la Volga Atom. Et ce n'est pas surprenant. Ces idées n'ont jamais abouti à un produit de masse, pas à cause d'un complot entre francs-maçons et agents du KGB. Il y a une explication bien plus simple et beaucoup plus logique à cela. Premièrement, une voiture atomique est plus complexe et plus coûteuse à fabriquer. L'utilisation d'une source d'énergie nucléaire nécessite des matériaux de meilleure qualité et plus onéreux. La qualification des travailleurs du secteur automobile et du personnel d'entretien dans les garages qui auront affaire à l'unité de puissance doit être d'un ordre de grandeur supérieur. Deuxièmement, le principal problème d'une voiture avec un réacteur nucléaire est de créer un environnement radiologique sûr directement à proximité du réacteur. Le plomb fait plutôt bien l'affaire, mais il alourdit sacrément la structure. En plus, il y a la question cruciale de savoir où évacuer la chaleur du réacteur. Environ les 3/4 de toute l'énergie du réacteur seront transformées en chaleur, qui se retrouvera autour et à l'intérieur de la voiture. Les centrales nucléaires, sous-marins et navires, n'ont pas ce problème car ils ont beaucoup d'eau à proximité. Enfin, et c'est essentiel, je suis sûr que vous avez tous déjà vu les statistiques des accidents de la route dans votre pays ou votre ville. Vous savez combien de voitures s'écrasent chaque année contre des poteaux, glissières ou entre elles. Imaginez maintenant que ce sont des voitures atomiques. Un accident grave avec ce type de véhicule présente un risque important de pollution de l'environnement. Si une telle voiture tombe entre les mains d'un terroriste, c'est une bombe sale roulante. C'est donc positif que ces idées de voitures atomiques civiles de masse soient restées au stade de concept ou de rares prototypes. Quant aux équipements atomiques spéciaux qui seront utilisés par du personnel formé, comme la TS3 par exemple, j'ai une attitude beaucoup plus tolérante envers de telles constructions, même si parfois des situations d'urgence se produisent de même avec du personnel qualifié. En 2023, la possibilité de réaliser la fusion thermonucléaire et les réacteurs au thorium reste intéressante. Cependant, il faut comprendre que ces technologies nécessitent encore la résolution de nombreux problèmes et questions. L'avenir seul dira ce qui se passera dans ce secteur. Sur cette note, mes amis, mon récit touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à recommander cette histoire à vos amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne via les coordonnées en description. C'était la chaîne Crossmoto. À bientôt.